radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Jean-Jacques Nantel, vulgarisateur, auteur d'une analyse géopolitique économique globale. Il nous parle aussi du positionnement du Québec dans le monde. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Dans la présente capsule radiophonique qui concerne l'histoire du Québec, je pense qu'il n'est pas possible de parler de l'histoire du Québec, évidemment, sans parler des Amérindiens, ce qui va me permettre de corriger quelques mythes qui sont très répandus sur les Amérindiens. Pour commencer, les Amérindiens, on les appelle les Premières Nations, parce qu'ils étaient là avant nous, mais la vérité, c'est qu'ils n'étaient pas les Premières Nations. Il y avait d'autres nations ici avant eux. Les Amérindiens sont venus d'un peu partout, en plusieurs vagues, puis chacune des nouvelles vagues faisait la guerre à ceux qui étaient déjà installés, leur volait du territoire. Enfin, ça, on sait que c'est arrivé. Il y a plusieurs preuves de ça, génétiques, linguistiques, etc. C'est vrai, la majeure partie des Amérindiens, des ancêtres des Amérindiens, sont passés par l'Alaska. D'ailleurs, de nos jours, les Inuits sont éparpillés sur tout le Grand Nord, ça va du Groenland jusqu'au nord-est de la Russie. Alors, c'est bien la preuve que ça se faisait et que ça se faisait encore il y a quelques milliers d'années. Du côté du Pacifique, on sait qu'il y a eu d'autres immigrants, à l'époque glaciaire au moins, qui étaient probablement des pêcheurs et qui ont simplement suivi la calotte glaciaire en allant sur l'océan, puis en pêchant du poisson, ils mangeaient du poisson, puis ils buvaient de la neige fondue. On se doute que c'est arrivé parce qu'on a trouvé dans l'État du Washington ce qui s'appelle l'homme de Kennewick. C'est un fossile, c'est un homme qui n'a pas un faciès amérindien et qui ressemble plus à des Européens ou, si on veut, au peuple blanc qui habite au nord du Japon et qui s'appelle les Aïnous. Alors on sait que probablement c'est arrivé qu'il y a eu des gens qui ont suivi la calotte polaire. Du côté de l'Amérique du Sud, l'île de Pâques, qui est loin dans le Pacifique, mais qui est beaucoup plus proche de l'Amérique du Sud que de l'Asie, était peuplée par des Polynésiens quand les Européens sont arrivés. Alors, il avait déjà fait les 3/4 du chemin, il aurait très bien pu se rendre jusqu'en Amérique du Sud. Il y a également le fils d'un Inca, qui s'appelait Tupac Yupanqui au 15e siècle, qui a supposément traversé le Pacifique avec des radeaux, et les Espagnols, en arrivant dans leur conquête au Pérou, auraient vu ce qu'il avait ramené du Pacifique. Alors, il est très probable que c'est arrivé. De plus tard, Heyerdahl, un Scandinave, a prouvé dans les années 40 que c'était possible avec des radeaux comme ça de traverser le Pacifique. Alors, c'était pas du tout impossible. Enfin, il y a un argument qui est incontournable, c'est que la patate douce, une légumineuse qui vient de l'Amérique du Sud, est éparpillée partout en Océanie et que souvent les gens en Océanie lui donnent son nom quechua, c'est-à-dire une langue d'Amérique du Sud. Du côté de l'Atlantique, c'est la même chose. On se doute qu'il y a eu des pêcheurs qui sont venus d'Europe pendant l'ère glaciaire, puis qui ont suivi la calotte glaciaire, qui mangeaient du poisson, etc. On a trouvé des monnaies carthaginoises aux Açores, dans le plein milieu de l'Atlantique. Carthage, là, c'est en Tunisie actuelle. Alors, si on fait la moitié du chemin, encore une fois, il aurait très bien pu faire la deuxième moitié. Les Aztèques, qui étaient au Mexique, attendaient le retour du dieu blanc, Quetzalcoatl, qui était venu de l'Est, qui était blanc, barbu, qui leur a appris toutes les techniques qu'ils avaient, et qui était reparti dans l'Est et qu'ils attendaient son retour. Alors ça, c'est vraiment une drôle d'indication. Enfin, on le sait, ça c'est prouvé, les Vikings ont été en Islande, au Groenland et à Terre-Neuve. On a retrouvé un village viking à Lens-aux-Meadows à Terre-Neuve. Alors les Vikings, ils sont venus ici, c'était possible de traverser l'Atlantique. Enfin, il y a toute une série de légendes. On sait que les Chinois avaient la technologie au 15e siècle pour se rendre en Amérique. Christophe Colomb avait des cartes sur lesquelles il y avait une île Antilia, c'est de là que vient le mot Antilles, qui était située très loin dans l'océan Atlantique, etc. Autrement dit, le peuplement des Amérindiens dans les Amériques était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait auparavant. Un deuxième mythe sur les Amérindiens, c'est le mythe qui veut que ce soit de bons sauvages. Ben non, ça vient de Jean-Jacques Rousseau, la théorie du bon sauvage. Les Amérindiens, c'était des gens normaux. Ils avaient des territoires de chasse. Puis leur territoire de chasse, il y avait des frontières. Si vous vouliez traverser les frontières d'une tribu amérindienne, ça prenait la permission de passer. Sinon, vous risquez de vous faire tuer. Ça veut dire que les libres Indiens de la forêt n'étaient pas libres du tout. Ils étaient prisonniers de leur territoire de chasse. Ils ne pouvaient pas traverser la frontière sans risquer leur vie. Et bien sûr, s'ils traversaient la frontière, quand ils demandaient la permission de la traverser, c'était pour faire du commerce. Alors, c'était d'excellents commerçants,
des Amérindiens, et ils savaient ce que c'était que faire des profits. Pour maximiser leurs profits, pour faire le maximum de petits profits, ils s'installaient là aux endroits qu'on appelle des points d'étranglement du territoire, c'est-à-dire là où le trafic commercial est obligé de passer, c'est-à-dire un endroit comme Québec, Québec veut dire rétrécissement de rivière, ou un endroit comme Montréal, qui est un point stratégique où aboutit la rivière l'Assomption, la rivière Outaouais, le fleuve Saint-Laurent, etc., la rivière Châteauguay, ou encore à Pittsburgh, qui est une jonction de rivières, ou Détroit, qui le dit lui-même, c'est un détroit. Alors, ils savaient très bien faire ça. Puis quand ils s'installaient à ces points de commerce-là, les points d'étranglement, ils échangeaient de la viande contre du poisson, contre du sel, contre des produits agricoles, etc. Donc, c'était de très bons commerçants, ils savaient ce que c'était du profit. Ils se faisaient des guerres commerciales. Alors, ils avaient donc des alliances militaires pour protéger leurs intérêts, pour contrôler la richesse, et parfois, quand ils le pouvaient, pour se voler du territoire. C'était des gens armés. Ils avaient des armes. Et tomahawk, c'est un mot indien. Ça sert pas à tuer des animaux, ça sert à assommer des hommes. Ils avaient des arcs, des flèches. Le mot scalp, c'est un mot amérindien, arracher la tête. Ils faisaient de la torture de prisonniers. Ça, c'est tout à fait prouvé, aucun doute là-dessus. Par contre, ils avaient des coutumes vraiment étranges. Quand ils torturaient un prisonnier, si celui qui était torturé savait supporter la douleur comme un homme, à la fin de la torture, avant de tuer son prisonnier, le tortionnaire devenait ami avec le torturé. C'est très étrange, mais une espèce de respect de guerrier. Et parfois, au lieu de torturer, de tuer les prisonniers, il les adoptait, carrément. Il avait attaqué la tribu, il avait tué tout le monde, mais il gardait les autres, il les adoptait. Et les gens s'intégraient. De plus, comme tous les peuples primitifs du monde, quand un peuple aborigène faisait trop d'enfants, les autres peuples disaient « Hey, ils se préparent à nous attaquer ». Alors, ils attaquaient le peuple qui avait trop d'enfants parce que c'était une déclaration de guerre implicite. Bon, un autre mythe là qui est faux là, c'est celui qui veut que les aborigènes aient été des espèces de pacifistes respectueux des droits de l'homme. Ben non, on sait qu'il y avait des sacrifices humains. Ça, c'est absolument prouvé dans le cas des Incas, des Aztèques, des Mayas. On a même ce qui s'appelle des codex, c'est des espèces de livres dans lesquels ils ont dessiné des massacres d'hommes. On a les pyramides, on a les pierres du sacrifice, on a les couteaux avec lesquels ils arrachaient le cœur des prisonniers vivants. Alors là, on peut pas dire qu'ils torturaient pas, qu'il n'y avait pas de sacrifice humain, ils le faisaient. Il y avait du cannibalisme, beaucoup de cannibalisme dans les Amériques. On le sait parce que tous les Européens qui sont venus ici l'ont dit, ils ont vu les choses-là, mais beaucoup de gens disaient « Ah oui, mais c'est parce qu'ils dénigraient les Amérindiens ». Ben ça a fonctionné un bout de temps, mais aujourd'hui ça fonctionne plus parce qu'on a trouvé un peu partout sur le continent des excréments fossilisés d'êtres humains, on appelle ça des coprolites, dans lesquels il y a des restants humains. Alors le cannibalisme existait vraiment. Un autre mythe qui court sur les aborigènes, c'est le mythe qu'il s'agissait d'écologistes naturels. Ben non, c'était des êtres humains normaux. En fait, comme tous les animaux, ils utilisaient le territoire le mieux qu'ils pouvaient pour survivre. Alors, ils ont causé l'extinction de nombreuses espèces, par exemple le tigre à dents de sabre, des sortes d'ours, etc. Il y a même en Amérique du Nord, aux États-Unis, ce qu'on appelle des chutes à bisons. Les Amérindiens mettaient le feu à la prairie, puis poussaient les bisons pour leur faire peur, ils les poussaient vers la falaise, et là, les bisons tombaient dans le trou, puis ils mouraient. Puis là, ça leur donnait de la viande, mais évidemment, la quantité n'était pas contrôlée. Alors, ils perdaient énormément de viande de bison, et ils tuaient des bisons inutilement. Alors, toute cette histoire là, d'Indiens écologiques, c'était des êtres humains normaux, primitifs, comme tous les primitifs qui ont existé sur tous les continents, y compris en Europe. Alors, il y avait de la torture de prisonniers, il y avait des frontières, il y avait des guerres, des vols de territoire, du cannibalisme. Tous les êtres humains ont fait ça à un moment ou un autre de leur histoire. Je vous remercie d'avoir assisté à cette capsule radio. À la prochaine. radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Jean-Jacques Nantel, vulgarisateur, auteur d'une analyse géopolitique économique globale. Il nous parle aussi du positionnement du Québec dans le monde. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel, mais cette fois-ci, j'aimerais vous parler des civilisations amérindiennes. Parce que c'est très important de savoir ce qu'ont rencontré nos ancêtres quand ils sont arrivés en Amérique. D'abord, il faut savoir que les civilisations amérindiennes, c'était des civilisations dynamiques, qui changeaient facilement, qui étaient très bien adaptées au continent, mais qui étaient à différentes étapes de développement. C'est-à-dire que c'était pas tout égal à travers les trois Amériques, là. Dans le sud, surtout dans le centre de l'Amérique, il y avait trois grandes civilisations. Avec des peuples qui avaient c'était des véritables peuples avec des empires, des villes, des routes, c'était très développé. Aux extrémités du continent, il y avait des civilisations primitives de chasseurs, les Inuits par exemple, qui sont encore dans le nord, là, en Patagonie ou en Amazonie.
Et vous aviez, à l'intermédiaire entre les deux groupes de civilisations, vous aviez des civilisations intermédiaires. Ça, c'était par exemple en Amérique du Nord, c'est ce qui nous concerne, où là, on avait des civilisations qui étaient à la fois agricoles, mais qui faisaient également de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Même au niveau des grandes civilisations dans le sud, il y avait des côtés qui étaient très avancés et d'autres qui étaient très primitifs. Ça dépendait des domaines. Par exemple, comme j'ai dit tantôt, les grandes civilisations aztèques, incas, là, ils avaient des routes, des ponts. C'est miraculeux. Là. Ce qu'on voit aujourd'hui, là, leurs ingénieurs étaient extrêmement compétents. Ils bâtissaient des buildings avec des blocs de plusieurs tonnes qui résistaient au tremblement de terre. Leurs rues étaient à angle droit. Ils avaient des aqueducs. Ils avaient des centres d'achat, c'est très impressionnant. Alors que l'Europe, à la même époque, là, les rues étaient en boue, ils n'étaient pas éclairées, c'était dangereux, c'était un désordre de ruelles. Ça, c'était le côté avancé des civilisations les plus avancées en Amérique. Mais d'un autre côté, les mêmes civilisations avaient des côtés très primitifs. On le sait, de façon certaine, ils faisaient des sacrifices humains et il y avait du cannibalisme. Les Amérindiens, pour l'essentiel, ils étaient à l'âge de la pierre. C'est-à-dire que leurs outils, leurs armes étaient faites avec de la pierre ou avec du silex. Mais ils connaissaient quand même 6 métaux. Ils connaissaient l'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le plomb, le platine. Mais ils connaissaient pas le fer. Ils connaissaient pas l'acier. Ce qui les a beaucoup désavantagés quand les Européens sont arrivés avec des armes en acier, des armures en acier, surtout des armes à feu. Du côté de l'agriculture des Amérindiens était remarquablement développée au point où ils ont mis au point toute une série de plantes qui ont servi ensuite au monde entier, qui nous servent encore aujourd'hui. La patate, la courge, le maïs, les fèves, les tomates, la canneberge, la cocaïne, etc. La liste est très très longue. Par contre, au niveau des animaux domestiques, alors que les Européens avaient des douzaines d'animaux domestiques, en Amérique, seulement 4 ou 5 animaux avaient été domestiqués. Alors, il y avait la dinde, le cochon d'Inde, le chien, le lama, mais presque rien. En Amérique du Nord, comme j'ai dit, les civilisations étaient intermédiaires. Et elles étaient beaucoup plus avancées qu'on le croyait auparavant. Par exemple, on a découvert dans la région du Mississippi ce qui s'appelle des mound builders. C'était des peuplades d'assez grosses, c'est plus que des tribus, qui construisaient des espèces de pyramides plates sur le dessus, sur lesquelles ils installaient leur village. Et ça, c'est vraiment des trucs immenses. Là. Il y avait probablement des milliers de personnes qui vivaient là. Dans le sud des États-Unis, il y a des véritables villes, les villes des Anasazi. On a encore les ruines aujourd'hui. Alors, ils étaient beaucoup plus avancés qu'on pensait. Pour ce qui est des autres, en Amérique du Nord, il y avait beaucoup d'agriculteurs. Par exemple, les Hurons, les Iroquois, c'était des agriculteurs. Mais évidemment, ils utilisaient encore la chasse, la cueillette, la pêche. C'était les femmes qui faisaient de l'agriculture. En passant, ce sont les femmes qui, un peu partout sur la planète, ont développé l'industrie secondaire. L'agriculture, le tissage, les poteries. C'est les femmes qui restaient au village parce qu'ils étaient enceintes la plupart du temps. Et c'est les hommes qui allaient chercher les matières premières, la viande, tout ça, à l'extérieur. Alors, chez les Iroquois Hurons, ils avaient des chasseurs, ils avaient des pêcheurs, mais il y avait également de l'agriculture. Ce qu'on avait en Amérique du Nord, c'était une immense forêt avec par-ci par-là des clairières agricoles près des rivières, près des ruisseaux. Ils n'avaient pas de routes comme nous on les conçoit, ou comme les Européens de l'époque les concevaient. Comme il pleut beaucoup dans le nord-est de l'Amérique, il y avait d'immenses forêts, mais il y avait également beaucoup de ruisseaux, de rivières, de fleuves, de lacs un peu partout, ce qui fait qu'ils se servaient tout simplement du réseau hydrographique qui était relativement plat, avec pas beaucoup de cascades ou de très peu de portage, et ce qui permettait d'aller partout en canaux d'écorce. Les canaux d'écorce, en passant, c'était vraiment de la haute technologie, là, c'était extrêmement léger, un canot d'écorce amérindien, et c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Les Amérindiens en Amérique du Nord, ils avaient des territoires de chasse et ils avaient des frontières. Ils savaient faire du commerce, comme j'ai déjà dit dans une autre capsule. Ils avaient des coalitions militaires, de la diplomatie pour défendre leurs intérêts commerciaux, etc. C'est cette civilisation amérindienne de l'Amérique du Nord qui a découvert les pêcheurs européens dans la région de Terre-Neuve au début du 16e siècle. Ce qui est arrivé, c'est que quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique,
La plupart des autres peuples de l'Europe atlantique ont envoyé des explorateurs dont certains sont tombés sur la Terre-Neuve puis ont vu des poissons. Il y avait des poissons à pu finir par rapport à l'Europe, qui était presque vidée. À cette époque-là, les Européens mangeaient beaucoup de poissons le vendredi. Il fallait manger du poisson le vendredi. C'était encore comme ça au Québec dans les années 60. Alors, il y avait une grosse demande pour le poisson. Alors, dès que les pêcheurs basques, bretons, enfin, l'ont su, il y avait des centaines de bateaux qui, chaque année, traversaient dès le début du 16e siècle pour aller chercher du poisson, mais également pour aller pêcher des baleines, des marsouins, parce qu'ils servaient de l'huile pour faire de l'éclairage. Alors, ces gens-là se sont installés sur les côtes de Terre-Neuve, du Labrador. Ils ont commencé à faire cuire la graisse des baleines qu'ils attrapaient, à sécher le poisson. Puis les Amérindiens les ont découverts. Les Indiens ont surtout découvert les remarquables outils qu'ils avaient, des outils en métal, des couteaux, des haches, des hameçons en métal. Ils avaient des marmites en métal, ils avaient découvert des cordes, il y avait toutes sortes de choses. Alors les Amérindiens se sont présentés, ils ont dit, mais c'est très intéressant ce que vous avez là. Est-ce qu'on peut en acheter? Ben, les Européens ont dit oui, qu'est-ce que vous avez à nous offrir en échange? Mais là, les Amérindiens n'avaient pas grand-chose à offrir parce qu'il y avait des arcs, des flèches, enfin presque rien. Mais ils avaient des fourrures. Alors les pêcheurs européens ont dit oui, on peut vous échanger ça pour des fourrures. Alors là, les pêcheurs européens ont commencé à ramener des fourrures en Europe et ça a été le deuxième produit d'exportation d'Amérique du Nord vers l'Europe, après les poissons, les baleines, tout ça, là, ce qui venait de la mer. Ça a été les fourrures. Et bien sûr, ça a été un immense succès en Europe. C'était très, très payant. Là. Les riches portaient ça pour se réchauffer, mais également parce que c'était beau. Les Amérindiens, de leur côté, tous les produits de fer qui se procuraient, l'alcool, tout ça, c'était pas lourd, c'était très, très utile parce que ils savaient pas fabriquer ces objets-là. Alors pour eux, ça avait une valeur fantastique. Alors s'ils échangeaient, par exemple, 10 fourrures pour une marmite en acier, ils prenaient leur marmite ou en fonte et ils amenaient leur marmite à l'intérieur du continent où ils l'échangeaient pour 20 pots de fourrure. Alors, ils faisaient des profits. Et évidemment, vous aviez donc deux groupes intermédiaires qui se rencontraient. Les Amérindiens n'avaient pas de bateau pour traverser l'Atlantique. Alors, ils se servaient des pêcheurs, des marchands européens, qui leur amenaient des biens manufacturés d'Europe qui avaient une valeur fantastique pour eux, et eux donnaient en échange des fourrures qui valaient pas grand-chose. Il y en avait partout dans le continent. Il y en avait plus qu'il y en avait besoin. Alors, vous aviez donc deux groupes intermédiaires qui se rencontraient sur les plages. Vous aviez les marchands qui venaient d'Europe avec les produits européens, et vous aviez les Amérindiens qui venaient avec les fourrures. Et les deux allaient s'enrichir dans leurs continents respectifs en revendant encore plus cher ce qu'ils avaient obtenu. C'est un commerce de troc. Et ça a duré pendant plus d'1 siècle. Ça a eu une influence extrêmement importante sur l'avenir de l'Amérique du Nord parce que c'est ça que nos ancêtres ont rencontré lorsqu'ils sont arrivés en Amérique du Nord. Ce qui est arrivé, c'est que ce commerce amérindien qui s'étendait très très loin dans l'Ouest, parce que les fameuses marmites là, s'échangeaient pour 20 fourrures à la première intermédiaire, mais contre 30 fourrures pour le deuxième, puis 40 fourrures pour le troisième, ça s'en allait même jusque très 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 loin dans l'Ouest. Ce qui fait que tout le commerce amérindien de l'Amérique du Nord était déjà drainé vers la vallée du Saint-Laurent, les Grands Lacs, la vallée du Saint-Laurent, bien avant l'arrivée de Champlain en Amérique du Nord. Et quand nos ancêtres sont arrivés ici pour fonder la Nouvelle-France, les liens commerciaux existaient déjà, tous les circuits commerciaux existaient déjà, et ça a été extrêmement important pour la fondation de la Nouvelle-France, ce dont je parlerai dans une prochaine capsule. Merci beaucoup, au revoir. radioinfocité.com vous présente les capsules de Jean-Jacques Nantel. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Jacques Nantel. J'ai déjà dit dans une autre capsule radiophonique que le Québec était un pays de passage dont l'histoire avait été faite et influencée par toutes sortes d'événements qui sont survenus sur les autres continents, ce qui a fait que ça a créé un flot continu d'immigrants depuis 4 siècles qui sont venus au Québec. C'était pas la première fois que les Européens venaient en Amérique. On sait que les Vikings sont venus en Amérique plusieurs siècles avant Colomb, parce qu'on a retrouvé un village viking à Terre-Neuve, à Lons-sur-Meadows. Mais cette colonisation-là n'a pas eu de conséquences parce que c'était pas payant de revenir ici.
Tout ça, ça a changé quand Colomb est venu ici. Parce que après Colomb, ça a été payant. La raison, c'est que pendant plusieurs siècles avant Colomb, les Européens avaient pris l'habitude de faire venir d'Asie toutes sortes de produits comme la soie, par exemple les épices. Puis les épices, c'était devenu très important parce que les Européens avaient appris à mettre ça dans tout. Ils mettaient ça dans les breuvages, sur les fruits, sur les légumes et surtout sur la viande parce qu'il n'y avait pas de frigidaire à cette époque-là. Puis ils mangeaient toujours de la viande qui était un peu avariée. Alors en mettant des épices dessus, cachait le goût. Bon. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quelques décennies avant Colomb, les Turcs se sont mis à augmenter les taxes sur les épices qui traversaient la Méditerranée, qui se rendaient jusqu'en Italie. Quand ils ont fait ça, le prix des épices a monté en flèche. Or, tout le commerce des épices, ça avait créé en Italie beaucoup de richesses, ce qui avait bien sûr favorisé la culture. Alors, il y avait eu la Renaissance qui s'était produite en Italie où il y avait beaucoup de richesses et les Européens avaient commencé à développer la science, la technologie et les Italiens étaient devenus très avancés. Alors, dès que les Turcs ont augmenté le prix des épices, tout le monde s'est dit qu'il doit y avoir une façon de diminuer le coût. Alors, automatiquement, le Portugal et l'Espagne, qui eux étaient du côté atlantique, ont décidé d'essayer de le faire. Ça a commencé par le Portugal qui, lui, a décidé d'essayer de contourner l'Afrique par le sud pour se rendre en Asie, pour acheter les épices beaucoup moins chères. L'Espagne a suivi pas longtemps après, en fait à peu près à la même époque. Puis l'Espagne, sur la suggestion de Christophe Colomb, a essayé de se rendre en Asie en allant vers l'ouest. Intéressant à savoir ici, c'est que la plupart de ceux qui ont fait les premiers voyages pour découvrir l'Amérique, c'était des Italiens. Verrazano, Jacopo Caboto, Christophe Colomb lui-même, il venait de Gênes, en Italie. Ça a eu beaucoup de succès. Alors évidemment, les Portugais ont fini par réussir à passer par le sud de l'Afrique et Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et ce qui est arrivé, c'est que comme ils ont fait beaucoup d'argent avec ça, l'histoire européenne s'est déplacée de la Méditerranée vers l'Atlantique. Et là, les Européens se sont mis à se lancer vers l'Amérique. Ils ne le savaient pas au début que c'était un nouveau continent. Christophe Colomb, il pensait être arrivé en Asie. C'est pour ça qu'on appelle les Amérindiens des Indiens. Il pensait qu'ils étaient aux Indes. On appelle ça du blé d'Inde, des dindons, l'Inde. Bon. Alors, après l'Espagne, qui est arrivée en Amérique, les autres Européens, qui voyaient bien que l'Espagne et le Portugal étaient en train de devenir très très riches, ils ont voulu faire la même chose. Et à cette époque-là, tout le monde essayait de se battre pour les Caraïbes, les Antilles. La raison est simple, c'est que dans la région des Antilles, les produits sont complémentaires à ceux de l'Europe. Ce sont des produits tropicaux, alors que les produits de l'Europe sont des produits nordiques et des produits de la civilisation occidentale. Alors, tout le monde se battait pour la région Caraïbe. Et là, on parle du sud des États-Unis, on parle de toutes les Antilles, on parle du nord de l'Amérique du Sud. Tout le monde essayait de s'approprier des îles. Ce qui fait que toute cette région du monde a eu une histoire extrêmement compliquée au point où certaines îles, par exemple Saint-Eustache, ont changé de main plus de 20 fois. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, les Caraïbes, c'est un peuplement, c'est pas des Noirs, c'est pas des anglophones. Ça, c'est les tendances migratoires vers le Canada. C'est pas ça du tout. Il y a peut-être au moins le tiers de la population dans les Caraïbes est blanche. Et les principales îles des Caraïbes, ils parlent espagnol, ils parlent pas anglais. Alors, Cuba a 12 millions d'habitants, des Espagnols, 80% de blancs. Même chose avec Porto Rico. Vous avez la République dominicaine qui parle espagnol, qui a 6 millions d'habitants. Ensuite, vous avez Haïti qui parle créole, qui a 8 millions d'habitants environ aujourd'hui. Et les pays anglophones noirs, c'est la Jamaïque, 3 millions, les petites Antilles, Barbade, c'est tous des petits pays, ça. Alors, les gens ont une image fausse du peuplement des Antilles. Mais les Antilles ont subi, pendant plus qu'un siècle, c'était des guerres entre les Français, les Anglais, les Espagnols, les Hollandais. Tout le monde essayait de s'accaparer les îles à canne à sucre. Bon, un siècle après la conquête, l'arrivée de Christophe Colomb, plus d'un siècle après l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, les Français et les Anglais ont dit, maintenant que tout est exploité dans les Antilles, on va essayer de coloniser l'Amérique du Nord. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été en Amérique du Nord un siècle plus tard. Le résultat de tout ça, c'est qu'il y a eu 4 types de colonisation dans les Amériques. La première colonisation, c'est la colonisation, on appelle ça une colonisation de voleurs. Ça a été fait par l'Espagne. L'Espagne a attaqué, ils venaient pour voler, alors ils ont attaqué les grands empires qui existaient en Amérique. L'empire des Aztèques et l'empire des Incas. Ils sont rentrés là à coups de canon et ils ont conquis des empires qui étaient déjà organisés avec des villes, des routes, des ponts. Ils ont conquis ça d'un coup, d'une frontière à l'autre. Ce qui fait que, par la suite, ces pays-là sont devenus des pays
comme la population indienne était très importante avant l'arrivée de colons, elle est demeurée aujourd'hui très importante au Mexique, au Pérou, en Bolivie. De plus, c'était des empires où il y a eu beaucoup de métissage, parce que les chefs étaient européens, il n'y avait pas de femmes, puis la population dominée était indienne. Alors, il y a eu beaucoup de métissage. Ça, c'était une colonisation de valeur. Il y a eu une deuxième colonisation de valeur, mais avec des esclaves. Ça, c'était dans la zone tropicale dont j'ai parlé tantôt, où les patrons avaient tendance à être européens, et les esclaves étaient souvent noirs ou indiens. Ce qui fait que de nos jours, il y a plusieurs îles dans les Caraïbes, j'en ai parlé, dont la population est à majorité noire. Haïti, les Jamaïques, etc. Le troisième type de colonisation, c'est la colonisation qui a eu lieu dans le nord des États-Unis. Ça, c'était une colonisation de travailleurs, de producteurs. C'était des gens qui venaient en Amérique pour travailler, pour bâtir, pour reconstruire un morceau d'Europe en Amérique. Alors, c'était une colonisation intégrale, paysans compris. Alors, il y a eu très peu de métissage sur la côte est des États-Unis parce que les Américains ne voulaient pas se mêler aux Amérindiens et de toute façon, les Amérindiens allaient peu à peu reculer devant la poussée des Blancs au cours des siècles suivants. Alors, l'Amérique, pendant très longtemps, a été un pays blanc avec des esclaves dans le sud, dans la zone tropicale. Le quatrième type de colonisation des Amériques, c'est la colonisation commerciale en Nouvelle-France. Ça, c'était une colonisation qui était avec très peu de gens, qui était faite pour aller chercher des fourrures, de la richesse en Amérique du Nord, en se basant sur les amitiés et les alliances amérindiennes. Il y a donc eu une symbiose entre les deux civilisations au Québec, dans la Nouvelle-France. Les Amérindiens étaient nos alliés, nos amis, nos fournisseurs, nos clients. Ils nous fournissaient des fourrures, nous on leur fournissait des outils de métal, de l'eau de vie découverte, des choses comme ça. Et ce qui fait que à l'ouest de l'Outaouais, ça a été un métissage généralisé parce qu'il n'y avait pas de femmes ici. Il y avait une majorité d'hommes, très de population. Alors, les gens allaient dans l'ouest et ils se perdaient. Ils allaient vivre avec des Indiens, il faudrait mieux dire, avec des Indiennes. Alors, à l'ouest de l'Outaouais, c'est devenu une population très métissée. C'est là qu'il y a toutes sortes de populations métisses. Et à l'est de l'Outaouais, c'est resté une population blanche avec des mariages amérindiens, mais très peu. La principale raison, comme on le verra dans une autre capsule, c'est que la civilisation amérindienne était beaucoup mieux adaptée au continent que la civilisation européenne et les Amérindiens refusaient de se joindre aux Européens, de se mêler à eux. On reparlera de tout ça dans une autre capsule. Merci, au revoir. J'apprécierais beaucoup que vous m'aidiez à diffuser cette vidéo autour de vous, étant donné que c'est pour informer les gens que je l'ai faite. C'est exactement la même chose pour le livre numérique que vous avez vu tout le long de la vidéo, étant donné que c'est là-dedans que j'explique en détail plusieurs des notions dont je me suis servi pour faire mes vidéos. À la prochaine!